France 24 et La Première présente. Bonjour, bienvenue dans l'Hebdo Outre-mer consacré à l'actualité de ces territoires français dans le monde. À la une cette semaine, la lutte contre l'orpaillage illégal en Guyane. Des dizaines de sites clandestins ont été détruits l'an passé par les forces armées. Reportage dans quelques instants. A tout de suite. Mais d'abord, les débats ont été particulièrement tendus dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale jeudi soir au sujet du droit du sol à Mayotte. Le texte qui restreint l'accès à la nationalité française dans l'archipel a été adopté par les députés. Il prévoit qu'à l'avenir, pour devenir français, les deux parents d'un enfant devront résider sur le territoire depuis au moins un an. Reconstruire Mayotte après le cyclone Chido, cela pourrait coûter plus de 3 milliards d'euros selon le ministre des Outre-mer, une estimation proche de celle de la Fondation des architectes de l'urgence. Pendant plus d'un mois, elle a diagnostiqué 2300 bâtiments publics et privés. Objectif, chiffrer les besoins et proposer un habitat plus pérenne. Lucille Guichet, Youssouf Ahmed Matouar. Cet habitant de Mtsapéré montre les dégâts causés par Chido aux équipes des architectes de l'urgence. 7 semaines après le passage du cyclone, sa toiture porte encore les stigmates des rafales à plus de 220 km/h. Refermée provisoirement avec des planches et des bâches, les jours de pluie, la maison est inondée. Il y a eu l'électricité, un peu de dégâts. Il y a eu la cuisine qui est abîmée, une cuisine toute neuve. Il y a les meubles. Il y a mon bureau avec les ordinateurs, les imprimantes, tout est parti. Pendant un mois, les équipes des architectes de l'urgence ont ainsi confirmé les photos satellites par des visites sur le terrain. La Fondation intervient partout dans le monde après des catastrophes. Ici, elle a diagnostiqué un échantillon de 2300 bâtiments, publics et privés. Là, ce qui est important, c'est de pas reconstruire à l'identique, mais de reconstruire avec des choses qui peuvent résister aux cyclones et aux séismes qui peuvent arriver ici, quoi. Dans l'urgence, les équipes de la Fondation ont d'abord sécurisé les écoles, notamment. Les architectes de l'urgence estiment qu'il y a 30 000 logements à recréer. Pour la Fondation des architectes de l'urgence, une véritable reconstruction durable prendra entre 5 et 10 ans pour espérer pouvoir affronter d'autres catastrophes climatiques. Air France et Delta Airlines continuent d'asseoir leur présence en Polynésie. La compagnie aérienne française obtient 2 rotations supplémentaires, tandis que l'américaine se maintient. Et c'est un coup dur pour la compagnie locale, déjà déficitaire. James O. Jérôme Lee. Après avoir augmenté ses fréquences en 2022, passant de 3 à 5 vols par semaine, Air France poursuit sur sa lancée. La compagnie tricolore ambitionne de desservir quotidiennement le Fénois dès le mois de juin. C'est une époque en plus où on a énormément de clientèle affinitaire qui viennent voir leurs amis ou leurs familles. Et on s'est dit que si on n'augmentait pas la capacité sur cet été, ils auraient des difficultés à trouver de la place sur les vols pour venir en été 2025. Si la démarche est louable, elle reste guidée par la rentabilité économique. Rentabilité, un objectif recherché par le PDG de la compagnie Air Tahiti Nui, dont les comptes financiers sont déficitaires. Il est clair que cette décision ne sera pas neutre sur les comptes d'Air Tahiti Nui, et cela nous obligera effectivement à accélérer la mise en place de notre plan stratégique et à trouver les solutions commerciales pour absorber effectivement cette charge supplémentaire. Lui était monté au créneau en octobre dernier. Le patron de la CGPME avait alerté le gouvernement sur les risques d'aggraver le déficit d'Air Tahiti Nui. Je pense que cette compagnie va avoir du mal à se défendre contre son propre conseil d'administration, finalement, puisque d'un côté, ils essaient de gagner de l'argent, de l'autre côté, on ouvre plus à la concurrence. Et à la fin, de toute façon, c'est le Polynésien qui paiera, c'est les Polynésiens qui paieront. Quant à Delta Airlines, présente au Fénois depuis décembre 2022, la compagnie américaine continuera à desservir le Fénois jusqu'au mois de juin 2025 à raison de 3 vols par semaine.
En Guyane, près d'une centaine d'hommes des forces armées sont mobilisés dans la lutte contre l'orpaillage illégal. L'opération Kapalou veille sur le bassin de la Camopi, une vaste zone située dans le sud-est de la Guyane et qui s'étend sur près de 3000 km². Depuis novembre dernier, plus de 40 sites illégaux ont été détruits. C'est le dossier de cet hebdo, signé Nora Nonet. Endiguer l'orpaillage illégal dans le bassin de la Camopi, un souhait exprimé par le président de la République Emmanuel Macron lors de sa venue au mois de mars 2024. Le choix de Camopi pour l'opération Kapalou n'est pas anodin. Pour nous, ce secteur, c'est un modèle et un démonstrateur. Et ensuite, on souhaite pouvoir dupliquer à l'échelle d'autres bassins, à commencer par exemple par celui de Linini, de dupliquer ce modèle pour arriver à une éradication à l'échelle de la Guyane. Le bassin de la Camopi est une vaste zone située au sud-est de la Guyane et qui s'étend sur près de 3000 km², en partie au sein du parc amazonien. Cette opération d'envergure, débutée en novembre 2024, donne des résultats. Le nombre de garimperos, ces orpailleurs illégaux, a fortement diminué dans la zone. En 2019, on avait un énorme site d'orpaillage qui est dans le secteur de Grande Usine, site essentiellement primaire où il y avait des gros filons d'or. Un site qu'on a totalement démantelé et que désormais on tient avec une section et des gendarmes présents en permanence sur le site. L'opération Kapalou se déroule en 3 phases distinctes. Démanteler les sites illégaux, saisir le matériel et empêcher toute réoccupation par les orpailleurs clandestins. Déployés durant 6 semaines pour détruire l'intégralité des chantiers recensés, la gendarmerie nationale, les forces armées de Guyane et les forces armées brésiliennes. Nous avons mené des opérations conjointes avec les Brésiliens, chacun de part et d'autre de l'Oyapock, de façon à saisir les pirogues de logisticiens de l'orpaillage illégal qui passaient, et puis également les dissuader de venir à nouveau, finalement, remplacer le matériel que nous avions détruit. Pour le procureur général, l'orpaillage illégal doit être requalifié en organisation criminelle. Qu'est-ce que ça apporte en termes judiciaires ? C'est la possibilité, alors donc, comme je vous l'ai dit, non seulement de mieux qualifier cette infraction, et deuxièmement de monter sur un niveau de sanction beaucoup plus important que celui que nous avons sur les simples délits miniers, puisque nous avons par exemple des infractions qui sont punies de 10 ans d'emprisonnement, voire plus, avec des circonstances aggravantes. L'opération Kapalou, c'est presque 5 millions d'euros de matériel de garimperos qui auraient été détruits. Alors que le bassin de la Camopi représentait plus de 20% de l'orpaillage illégal en Guyane en 2019, il n'en représente plus aujourd'hui que 3%. C'est une manière de valoriser les plantes locales, mais c'est surtout une passion pour ce Guadeloupéen. Marc Aubin fabrique des huiles essentielles, un savoir qu'il partage avec ses stagiaires, des étudiants de l'Université des Antilles. Patrice Gonfier et Christian Danquin sont allés à sa rencontre. C'est dans son jardin qu'il récolte la matière première, le bois d'indanisé. Marc Aubin va remplir 3 cajots qu'il emmène directement au laboratoire. Comme d'habitude, un petit nettoyage et découpage des feuilles. Je ramène d'autres caisses, j'arrive. Méliana et Anicette, étudiantes à l'Université des Antilles, sont en stage. Elles sont là pour apprendre les bienfaits des plantes de chez nous et les techniques de fabrication des huiles essentielles. Nous sommes en train de faire le découpage du bois anisé afin de pouvoir extraire l'essence de la plante. Marco dépose les feuilles dans la cuve. À l'intérieur, on met les feuilles et rameaux. La distillation va durer 3 heures. La température va monter à 100 degrés. Les stagiaires suivent attentivement chaque étape de la fabrication. Il y a des méthodes de fabrication qui sont un peu secrètes, mais je me suis dit qu'un jour j'ai été comme eux et je pense que leur laisser la chance, l'opportunité de voir comment on fabrique, c'est important. Tu veux que je te passe le pipette? Toutes les étapes se font à la main jusqu'au remplissage des flacons. Pendant mon stage ici, j'ai découvert justement l'utilisation d'huiles essentielles pour produire des huiles végétales. Parce que je me disais, bon, c'est 2 huiles différentes, comment les associer. Et justement, j'ai pu apprendre comment les associer afin de créer un produit. On a appris aussi l'embouteillage, l'étiquetage. C'est des choses que j'apprends, parce que j'ai jamais fait ça ailleurs. Donc voilà.
En même temps qu'elles apprennent la fabrication des huiles essentielles, Anicette et Méliana découvrent la grande variété des plantes locales et leurs propriétés. On a des plantes médicinales que les gens envient dans le monde entier, comme Zebapic. On a également des plantes qui sont vraiment endémiques de chez nous, qu'on va retrouver que chez nous. Donc vraiment, je pense qu'en Guadeloupe, on a vraiment du potentiel. Si la méthode est artisanale, la richesse de la matière première est infinie en Guadeloupe. Une richesse que Méliana et Anicette continueront d'étudier sur les bancs de l'Université des Antilles. Pour finir, c'est la tradition qui vient clore les soirées du carnaval en Guyane, le vidé. Un défilé festif, spontané, au petit matin et en pyjama. Celui-ci a réuni plus de 2000 personnes dans les rues de Cayenne, à pas d'heure. Ambiance, Jonathan Lariot. Les dimanches matins de carnaval, la Guyane vit son vidé à 200 à l'heure. C'est le rendez-vous impossible à rater. Dès 5 h du matin, l'avenue Mandela se remplit déjà. Exactement, ça va aller. En tout cas, on n'a pas dormi. On va dire ça comme ça. Plusieurs milliers de personnes sont au départ du vidé des Blue Stars. 7 h, départ du camion. Un peu plus d'1 kilomètre de marche. Le thème de ce vidé, les pyjamas. Il s'agissait de sortir du lit et de venir vivre ensemble ce moment dès le lever du jour. Que c'est le pyjama. C'est le thème, c'est le thème. Arrête sorti du lit. C'est le thème. On parle pas, on vit au calme. Allez, bisous. Il n'y a pas d'âge pour vivre son vidé dans le public. Ils sont nombreux, parents, à vouloir transmettre cette tradition. Quand j'étais petit, c'était ça. On se réveillait à 5 h en pyjama et on venait ici. Exactement. Pour ceux qui n'ont pas pu y être, ce vidé est loin d'être le dernier. Un mois sépare les Guyanais de la fin du carnaval. Ainsi s'achève cet hebdo. Merci de l'avoir suivi. Pour le revoir et suivre toute l'actualité des Outre-mer, direction france24.com et lapremière.fr. Belle journée ou belle soirée, où que vous soyez. L'information continue sur France 24.